Bonsoir à tous, c'est la fin de la semaine de travail, également fin de semaine, je veux dire fin de journée festive pour nos frères musulmans. Merci de nous rejoindre tout simplement sur le grand rendez-vous. 3 plateaux prévus pour vous ce soir avec un journaliste spécialiste des questions de protection des espèces menacées. On recevra un sociologue pour parler de la situation des personnes âgées au Bénin et la présidente de l'ONG Valeurs Abino, ce sera également sur ce plateau. Bienvenue donc à tous au grand rendez-vous. Juste derrière la météo, on va les retrouver. C'est le grand rendez-vous et cette édition s'intéresse à la criminalité faunique et précisément aux illégalités commises dans le commerce et l'importation des espèces de faune. Mettre fin à l'abus des personnes âgées, c'est l'objectif visé par la communauté internationale dans la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées ce 15 juin. Le grand rendez-vous parlera bien sûr du cas du Bénin. Le cinéma, un outil de développement. Horizon Culture va analyser tout à l'heure l'impact du film Luna sur la sensibilisation à l'albinisme au Bénin. Et puis, le grand rendez-vous va vous offrir tout à l'heure l'actualité à travers le journal. Ce sera à 19h45 minutes. Ce sera avec, bien sûr, Nadège Sani, déjà en place. Bonsoir, Nadège. Bonsoir, Assim Gaba. La rédaction nous prévoit quoi tout à l'heure à 19h45. Merci à vous, Assioum. C'est la fin du jeûne chez les fidèles musulmans. Ils ont célébré ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr. Une équipe de la rédaction était à leur côté ce matin pour la prière marquant la fin de ce mois de Ramadan. Vous suivrez le compte rendu dans cette édition. Également, dans ce journal, on s'intéresse aux aptitudes à avoir pour être un bon community manager. C'est un nouveau métier né avec la révolution du web. Pour finir, on parlera des tailleurs du marché de Missebo. Très utiles, ils aident les clients à retoucher sur place les vêtements d'occasion achetés. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation des titres. On va vous retrouver à 19h45 exactement pour le journal, le développement de ce titre. Alors, nous allons ouvrir à présent les plateaux de ce grand rendez-vous par Nature et Bien-être. Nous parlons importation, commerce, des espèces de faune et surtout des illégalités liées donc à ces activités. Parlons-en sur le grand rendez-vous Nature et Bien-être, juste derrière ce reportage qui nous amène au fin fond, bien sûr, des parcs, pour voir ce qui se passe vraiment de grave. On tue les animaux. C'est pas possible.
Depuis un certain temps, les éléphants sont massacrés en Afrique à cause de leur ivoire. Des réseaux de trafiquants d'ivoire sont nés dans toutes les zones de l'Afrique, avançant ainsi l'extinction de ce mastodonte. Le nord du Bénin renferme encore la plus grande population d'éléphants d'Afrique. Leur protection exige donc des mesures strictes et une veille permanente pour éviter qu'ils ne deviennent la cible des braconniers, pour enrichir le réseau des trafiquants d'ivoire. La présence de cette carcasse d'éléphant remet à jour la défense de la nature. Et tout citoyen béninois, quelle que soit sa position, a le devoir de lutter pour protéger son environnement. La lutte contre la criminalité faunique est engagée dans le monde entier et le Bénin ne doit pas être du reste. Arrêter les braconniers d'éléphants et trafiquants d'ivoire, c'est bien. Mais il est mieux d'empêcher le braconnage, car des ivoires saisis, c'est des éléphants massacrés. Bien sûr, les ivoires saisis, ce sont des éléphants massacrés. On retrouve en plateau Patrice Soglo, qui est journaliste. Il est également spécialiste des questions de protection des espèces menacées. Bonsoir. Bonsoir, confrère. Merci d'être là. C'est la pleine forme en tout cas. Merci. Mais à voir ces images, on se renfrogne tout simplement parce que c'est criminel, on peut le dire, comme on parle de criminalité faunique. C'est tout à fait normal. Bonsoir, Amandine Aniamboussou. Bonsoir à vous, Assum Gaba. Oui, il est question aujourd'hui de parler d'illégalité, l'illégalité liée bien sûr à la loi sur le commerce de la faune. Voilà, Assum Gaba, comme vous l'avez dit, quand on regarde ces images, ça fait froid dans le dos. Donc, Monsieur Patrice Soglo, dites-nous, est-ce qu'il y a une réglementation quand on parle de la criminalité faunique? Merci beaucoup. Quand on parle de la criminalité faunique, il y a des réglementations. Voilà. Il y a le législateur qui n'a pas laissé un terrain vide à ce niveau. Quand on parle d'ici, chez nous au Bénin, il y a la loi 2002-7 du 18 octobre 2014 qui est spécifique à la faune. C'est-à-dire, qu'est-ce que la faune, comment est-ce qu'il faut traiter, qui doit avoir accès aux zones protégées, et comment est-ce que les animaux intégralement protégés, partiellement protégés, et les gibiers doivent être traités. Dans cette loi, il y a une classification qui dit qui fait quoi avec qui. Donc, la loi existe depuis et c'est supposé que les Béninois sont censés connaître cette loi. C'est sur Internet, c'est à la portée de tout le monde, donc lui est censé ignorer cette loi. En dehors de ça, je voudrais parler rapidement de la CITES. CITES, oui. C'est une convention internationale qui régule le commerce de la faune et de la flore. À ce niveau aussi, il y a des espèces classées intégralement protégées, partiellement, et les autres qui sont libres. Voilà. Et qu'est-ce qui est, vous avez cité toutes ces lois, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit? Il y a les animaux intégralement protégés. Comment? Comme l'éléphant, oui. Comme le pangolin, comme le lamaquin d'Afrique et bien d'autres, comme le guépard. Ces animaux sont en voie d'extinction. C'est des animaux menacés d'extinction. C'est-à-dire, ces animaux ont été tellement massacrés qu'ils sont en nombre réduit. Et si on ne fait rien pour les protéger, ça veut dire que d'ici à là, ça ne va plus exister. Vous savez qu'au Bénin, nous avons les protégés, mais nous avons spécifiquement des parcs, le parc Pendiari et le parc W. Oui. Les animaux, et aujourd'hui, quand vous allez dans le parc, vous êtes fiers quand même de voir ces animaux dans leur milieu naturel. Ailleurs, hors du Bénin et hors d'Afrique, vous voyez ces animaux, mais dans des aménagements, dans des sites préparés pour les héberger. Mais chez nous, ils sont dans leur milieu naturel. Oui. Les gens parcourent des milliers de kilomètres pour venir les voir. Alors, si on ne fait rien et que les animaux disparaissent, c'est d'abord une perte pour le Bénin. C'est tout ce qui arrive, avec tout ce qui dépense sur le plan économique le trafic de devises chez nous, ils ne vont plus venir chez nous. Et nos enfants, pour l'éducation environnementale, vous aussi, vous pouvez avoir envie d'aller voir l'éléphant, ou bien le pangolin et autres, le guépard et tout ce qu'il y a dans les parcs. Si vous allez là-bas et que vous n'avez rien, vous allez dire, mais attention, ça veut dire que le parc n'existe que de nom. Il faut qu'il y ait un contenu pour qu'on sache que le Bénin dispose quand même des parcs, il y a des animaux qu'on peut aller voir. Alors, il y a des animaux, ça c'est intégralement, il y a des animaux partiellement protégés. On ne doit pas tuer
d'éléphants. On ne doit pas, interdit. Si on te retrouve avec 1 kilo d'ivoire, vous êtes en infraction. Si quand je prends, comme vous revenez sur la loi, sur l'éléphant, quand je prends la loi 2002-7 du 2014, l'article 154 définit les conditions dans lesquelles on peut circuler avec. Et c'est quoi ces conditions justement? Voilà, si vous n'avez pas le permis requis pour circuler avec le trophée ou des dépôts d'éléments d'animaux intégralement protégés, là vous êtes en infraction. Quand on vous prend, vous risquez une peine de 3 mois à 3 ans, vous allez payer une amende de 100 000 jusqu'à 500 000 francs. Alors, ce n'est pas léger comme sanction. Non, ce n'est pas léger, j'en viens. Et quand vous êtes pris en flagrant délit, oui, vous risquez de perdre jusqu'à 800 000 francs. Qu'est-ce qu'on met dans le flagrant délit? Est-ce que c'est ce qu'on voit sur les images des personnes en train de tuer? On vous a pris la main dans le sac. Par exemple, vous êtes en train de vouloir vendre le trophée. Donc, vous voyez ce que j'ai dit? Voilà, oui. Voilà, là, vous risquez une peine de 6 mois jusqu'à 5 ans. Et à ce niveau, le Bénin est le pays de la sous-région qui a une forte réglementation. Au Bénin, pendant que la peine maximale est de 5 ans, vous avez au Cameroun de 3 ans, au Togo c'est 2 ans, en Guinée c'est 6 mois. Bon, faites une comparaison. Est-ce qu'ils ont des éléphants chez eux, ces pays-là? Si, ils en ont. Bon, Guinée, Togo, Cameroun. Ils en ont. Il y a des espèces intégralement protégées dans ces pays-là. Bon, je parlais des éléphants en fait. Bon, les éléphants, ils doivent en avoir. S'ils n'en ont pas, il y a l'UICN qui est là. C'est avec le téléphone de l'UICN qu'on peut introduire un animal qui n'est plus présent dans un parc. Vous voyez ce que j'ai dit? Et il y a les animaux partiellement protégés, comme l'hippopotame, le lion. À ce niveau, vous devez avoir l'autorisation. On vous donne l'autorisation pour faire ce que vous allez faire parce que ce n'est pas parce que c'est partiellement qu'il faut les prendre n'importe comment. Non, il y a quand même, il est mis des gardes pour protéger ces animaux, pour les surveiller. Il y a aussi les gibiers, des animaux libres de chasse que vous pouvez aller tuer comme vous voulez. Mais quand les gens entrent dans les aires protégées, parfois ils font plus de différence. On tire sur tout ce qui bouge. Alors qu'il y a la loi qui est là et qui va frapper Dieu. Et malgré les sanctions et la loi et tout, on voit qu'il y a des trafiquants qui continuent d'évoluer dans ce trafic. Oui. Vous savez, le trafic, c'est partout au Bénin. Je vais vous citer 2 cas de Cotonou qui peut vous surprendre. À l'aéroport de Cotonou, en mars passé, les agents ont arrêté 513 kg d'écailles de pangolin en partance pour le Vietnam. Et le convoyeur a déclaré que c'est des écailles de poisson. Je ne sais pas quelle écaille de poisson. 513 kg d'écailles. Ça fait plus que demi-tonne. Et combien de pangolins à peu près? L'écaille pèse autant? Pour avoir 1 kg, il faut environ 3 à 4. Pangolins. Si c'est d'un gros, il faut. Et on a tout ça au Bénin, les gens ont pu... Bon, ce n'est pas forcément du Bénin, ça peut être du Bénin, ça peut être aussi des pays de la sous-région. Voilà. Vous voyez? Donc, quand ça a été arrêté, les mises en cause ont été présentées au procureur, mais j'ai lu dans la presse qu'ils ont été condamnés. Mais après l'investigation, j'ai compris que l'auteur principal n'était pas à l'audience. Je suppose que la justice continue de faire son travail pour qu'il soit puni et répondre de ses actes. Et récemment, j'ai lu dans la presse la semaine qui vient de passer, il y a eu 6 éléments, 6 présumés trafiquants qui ont été arrêtés avec 4 trophées d'éléphants. Avec 4 pointes qui pèsent environ 6 kg. Ça s'est passé dans Cotonou ici. Vous voyez que malgré la loi... Donc ça continue toujours de tuer ou c'est des anciens... Ou c'est un ancien stock? Je ne saurais le dire. Il y a les spécialistes, il y a quand même les laboratoires qui sont censés nous édifier. C'est vrai. C'est vrai que le braconnage zéro n'existe pas, mais avec toutes les précautions qui sont prises au niveau des parcs aujourd'hui, je me dis que normalement le braconnage doit diminuer au Bénin. Vous voyez, quand je prends le parc Mendiari, c'est à se battre sur plusieurs pays. Est-ce que ce que le Bénin est en train de faire, les autres pays aussi, de la même façon dans les autres pays?
Ça doit être une action régionale. Si chacun mène l'action de son côté et que l'animal migre dans un autre pays, il est en danger, oui. Je ne vais pas quitter le nom ici pour incriminer les gens. Donc l'animal est en danger. Donc il faut quand même que nous menons des actions régionales pour amener chaque partie, chaque État, chaque pays à comprendre que l'enjeu est de taille et il faut œuvrer vraiment pour la protection de ces animaux-là. Ok. Voilà. Donc, il faut donc... Et mis à part l'action commune, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau local déjà pour arrêter le trafic de ces animaux? Au niveau local, c'est d'abord ce que nous faisons ici. Mais ce que nous faisons déjà, ça ne prend pas trop. Ma plume est toujours au service des lecteurs. Je fais ce combat-là aux côtés de Naku Tropical, j'explique spécifiquement à Alpha Bénin. Nous ne cessons d'informer les gens et de les sensibiliser. Partout où le besoin est, nous faisons ce travail. Et chacun doit relayer. La loi dont je viens de parler, la loi 2017 2014, c'est disponible sur Internet. C'est disponible sur Internet, mais est-ce que tout le monde... Si, aujourd'hui... Ceux qui font ce trafic-là, est-ce qu'ils ont vraiment accès à Internet? Je vous invite à faire un tour dans ton cas pour voir si vous allez voir le trafic d'éléphants exposé. Ça veut dire qu'ils savent que c'est interdit. Pourquoi? Sinon, pourquoi ils n'exposent pas comme les tomates, les piments, les gambos pour vendre? Mais ça coûte plus cher, donc c'est pas un produit qu'on peut trouver dans un marché. Si ça coûte plus cher, ils exposent quand même les crânes. Si ça coûte plus cher que c'est libre, mais je suis fier de l'exposer pour dire que j'ai beaucoup d'argent. Ils exposent quand même des squelettes d'autres animaux. Voilà, pourquoi pas. Ça s'appelle l'encoucoutin, je ne sais pas comment vous appelez ça dans les marchés. Faites un tour. Vous allez voir les têtes. Vous n'allez pas voir ces animaux-là, surtout l'ivoire d'éléphant, qui est un animal intégralement protégé. Ça veut dire que les gens savent que c'est interdit, ils savent qu'il y a une répression autour. Mais pourtant, ça veut dire que s'ils tombent dedans, il faut les frapper très très fort. Et là, je voudrais inviter les acteurs, ceux qui mènent la lutte, surtout ceux de la justice, à réellement jouer les partitions. Est-ce que ça frappe réellement, comme cela se doit au Bénin? Je viens de rappeler les dispositions de la loi, que le Bénin, la peine maximale, c'est de 5 ans. Oui, est-ce que quand on attrape les gens, on applique réellement les sanctions qui sont contenues dans la loi? On va vous parler de l'intime conviction du juge. Et ça veut dire quoi? Il est indépendant. il dépend des personnes pour prendre ça. Il a la loi, c'est ça, il a appris les paquets de droit, il connaît son boulot. Quand il apprécie les faits, c'est lui seul qui décide du sort du premier trafiquant. Est-ce qu'il ne faut pas former un peu plus les juges sur l'importance de ces Je pense qu'il y a des structures, il y a des structures qui font du bon boulot dans ce sens-là. J'aime toujours citer Naku Tropical en exemple, qui n'hésitent pas à aller vers ceux-là, à aller vers ces acteurs, à aller vers ces groupes cibles pour leur dire il y a telle disposition qui existe, nous voudrons vous les rappeler. C'est votre boulot. En le faisant, il faut sanctionner. Je voudrais dire que la peine de 5 ans peut être doublée ou triplée selon les circonstances. Selon que l'infraction est commise dans une protégée, selon que l'élément pris soit un agent de l'État ou un forestier, on peut doubler cette peine-là. Ou si c'est encore un récidive, la peine peut être plus corsée. L'autre chose aussi, c'est de traduire ces lois-là dans nos langues, différentes langues nationales. Le problème qu'on a au Bénin, vous pouvez me dire à peu près combien de langues nous avons? C'est énorme. Ça voudra dire que la sensibilisation, il faut vraiment parcourir toutes les contrées du pays. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Et que celui qui comprend en français peut quand même résumer et l'exposer. Quand tu prends n'importe quelle famille ici, tu vas le village ou la ville de Bénin, il y a au moins une personne qui puisse parler et lire le français. Pourquoi ne pas faire passer l'information au niveau des autres pour que tout le monde soit au même niveau qu'en son temps, qu'on ne dise pas « je ne sais pas, je ne suis pas informé ». En matière de répression, il n'y a pas, je ne connais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Si vous tombez dedans, on vous punit sévèrement. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus exposées que d'autres? Oui, ce qui est plus exposé, c'est... Les éléphants? L'éléphant. Il y a aussi le pangolin. Vous pouvez parler des cas des pangolins. Et souvent, quand je parle de pangolin, j'aime rappeler un peu le rôle de cette espèce-là dans d'autres environnements. Voilà. Oui. Le pangolin régule les populations de termites et de fourmis. Vous voyez, il y a des moments où les paysans crient « j'ai pas eu le bon rendement, les termites m'ont envahi ». Mais quand les gens tuent tous les pangolins, qui a reçu pour mission de se nourrir de ces termites-là, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que les fourmis et les termites vont taper nos cultures. Ça veut dire il faut que chacun comprenne que notre Dieu, là, il est tellement bon, tellement intelligent qu'il a créé chaque espèce et il a confié une mission sur Terre. Oui. Mais quand nous, hommes, qui devons protéger la biodiversité, nous faisons l'effort de détruire
ça veut dire que nous faisons du mal à ceux. Merci beaucoup à vous, monsieur Patrice. Merci, Sogo. madame. Merci beaucoup. En tout cas, on comprend tout simplement la sensibilisation. Il faut le faire, il faut continuer. Il faut frapper aussi quand il le faut. Et ça va servir également d'outil de sensibilisation. Quand on frappe quelqu'un, l'autre se dit « Ah, donc si moi-même je tombe dans ce même pièce, c'est que je pourrais avoir plus que ça. » Quand on prend un trafiquant, il est d'abord gardé à vue. Ses parents, ses amis iront le voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va devant le procureur. Si le procureur décide de l'envoyer en prison, il est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? L'information passe mieux. Passe mieux. Quand on ne le sanctionne pas, ça passe inaperçu. Merci beaucoup à vous. Il faut sanctionner, mais il faut sensibiliser également. Et sensibiliser par le cinéma, il paraît que c'est aussi très très bon. Oui, efficace dans plusieurs domaines de la société. Et là, nous allons parler du cas de la sensibilisation à l'albinisme. On va voir ce que le cinéma a fait et peut faire également dans ce sens-là. C'est Horizon Culture. Bienvenue sur Horizon Culture. Aujourd'hui, nous parlons cinéma, cinéma dans les actions sociales, cinéma dans les systèmes de sensibilisation au Bénin. Aujourd'hui, nous allons analyser l'impact du film Luna sur la sensibilisation à l'albinisme au Bénin. C'est une action de l'ONG Valeurs Albinos qui sera représentée dans un instant sur ce plateau. On suit tout d'abord un extrait de ce film. Hé, c'est quoi? C'est pour Rose. Rose. Tout ça là? Oui. Oh, elle ne mérite pas ça. Il y a trop pour elle. C'est pas bon. Maman blonde de Léo, c'est pas bon. Bien, voilà, ça c'est suffisant. On ne peut pas prendre deux. Oh. Rose, prends. Venez voir Gayobo. Bonjour ma fille. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Je ne pas bien. Moi, je suis le vieux Mzi. Je suis l'un des meilleurs conteurs du village. Et toi, comment t'appelles-tu? Moi, Rose est mon prénom. Rose, waouh, un très joli prénom. Et pourquoi Rose n'est pas à l'école? Je ne suis pas à l'école parce que j'ai peur d'y aller. Tu as peur. Peur de quoi, Rose? Parce que je suis différente. Différente? Non, tu n'es pas différente, Rose. Tu es unique. Ah, la voilà. Elle joue avec ses camarades.
C'est déjà bien. Demain, je veux la voir à l'école. Hein? À l'école? Oui. Non. École, non. Elle n'ira plus à l'école. Désormais, c'est l'apprentissage de couture. Pépé. C'est ça. Elle est trop maltraitée là-bas. Trop. Hein? Et on peut dire, c'est pas bien. Vous pouvez compter sur nous pour bien prendre soin d'elle. C'est vrai, madame la directrice? Oui, je sais pas. Vous êtes sûre, madame la directrice? Oui, maman Rose. On peut vous faire confiance. On peut compter sur vous? Oui, je sais pas. Oh, Rose! Rose! Oui, papa. Viens, Rose. Tu ne salues pas ta directrice? Bonjour, directrice. Bonjour, Rose. Comment tu vas? Je ne vais pas bien. D'accord. Alors, revient en plateau avec Pamela Kakochichi. Toutes nos félicitations pour la réalisation de ce film. Vous êtes producteur délégué, je pense. Oui, exactement. Présidente d'ONG Valeurs Albinos. Est-ce qu'elle est retournée à l'école, Rose, finalement? Elle est retournée à l'école. Et, toute joyeuse, très inclue aussi avec ses amis qui ont compris par la suite qu'il faut la couvrir d'amour et l'accepter telle qu'elle est. Ah oui, mais pourquoi avoir pris part le cinéma pour sensibiliser aujourd'hui? D'où est venue cette idée? En fait, on faisait des sensibilisations dans les établissements scolaires ici à Cotonou, où je prévois avec plein d'écoles. Je passe même dans les écoles primaires, secondaires, universitaires aussi, et j'arrive à sensibiliser. Mais ce n'est pas des livres et autres. Donc, il y a un livre qui nous a été amené, qui s'appelle Luna, Clair de Lune, qui est écrit par des Hollandaises. Et ce livre a fait le tour de l'Afrique, Tanzanie, un peu partout. Donc, le livre est venu au Bénin. Quand nous l'avons lu, nous avons dit, mais voilà aussi que nous ne pouvons pas sensibiliser les apprentis, ils ne peuvent pas lire. Les féticheurs, tout le monde ne sait pas lire. Alors nous voulons que la masse qui est plus analphabète ici au Bénin puisse comprendre, même si c'est en français, ou on peut encore le retranscrire dans nos langues nationales. C'est plus facile encore aux gens de comprendre déjà en peu de minutes ce que nous allons prendre tout un livre pour parler et parler, ça ne va pas toucher. Suite à cela, nous avons demandé aux jeunes filles qui ont écrit, qui sont des Hollandaises, ils ont une petite fondation Happy Made By, c'est de là que nous avons voulu transcrire ça par une autre Hollandaise qui est d'ailleurs elle adore le Bénin, elle adore beaucoup le Bénin, elle est beaucoup restée à l'ambassade des Pays-Bas au Bénin, elle s'appelle Sandra Van der Berg, et avec sa fondation Sobedo, elle s'est dit, bon, il faut mieux sensibiliser. Alors je touche ces filles-là et elles sont d'accord avec vous, et l'idée que vous avez eue d'initier cela, on va vous accompagner pour le faire. Pour le faire. Et d'où ça a commencé petit à petit. Et grâce au réalisateur Philippe Hungweji, qui est d'ailleurs un bon réalisateur, d'ISMA, qui est un produit d'ISMA d'ailleurs, voilà, qui a fait ses preuves auparavant, on l'a touché. Lui-même, il s'est dit, je m'y mettrai socialement. Parce que rien n'a été fait financièrement non, c'est socialement et c'est avec du cœur qu'il l'a fait, avec amour qu'il l'a fait. Et je le remercie au passage. Et tous ceux-là l'ont fait avec amour. Happy Made By, Antoine, Metternich, ces 3 fondations hollandaises et Sandra, tous, ils ont contribué pour que ce téléfilm-là puisse passer. Et nous allons faire avec ce téléfilm-là le tour de 10 communes. 10 communes, hein, bien sûr. Où vous allez diffuser, bien sûr, ce film. Alors, dites-nous d'abord, avant de parler, bien sûr, des perspectives et surtout de la vulgarisation, la politique de vulgarisation de ce film, de distribution, mais dites-nous, le scénario reflète-t-il la réalité de ce que vivent les personnes atteintes d'albinisme au Bénin? Bien sûr, bien sûr. Moi, la preuve, nous arrivons à parrainer des enfants. Un jour, j'étais allée pour payer la scolarité d'un qui s'appelle Fidèle. Et à peine on est arrivé, j'étais avec le directeur. Quand ils l'ont vu dans la cour, je m'étais écartée un tout petit peu. Ils ont dit yobo, yobo, yo, yobo, yobo. Et chacun a commencé par courir de tous côtés. Je vous dis au primaire, c'était le CI. Le CI qui voulait faire. J'étais épatée, étonnée de voir la scène, quoi. Et j'ai dit au directeur, vous voyez ce que je dis? Vous voyez ce que je vois? Il dit oui, c'est parce qu'ils ne sont pas habitués à lui. Bon, peut-être avec le temps.
ça va aller. Et avec le temps, ils ont compris? Avec le temps, ils l'ont compris, d'autres sont devenus ses amis. Okay. Et quand ils ne voient pas, d'autres lui poussent le petit cahier et puis commencent à regarder, il a le temps. Et j'ai dit à la maîtresse la manière dont on doit l'encadrer à l'école afin qu'il ne se sente pas frustré. Parce que lui ne verra pas très tôt comme les autres. On doit lui permettre de se rapprocher. D'où on a confectionné des tables spécifiques, des bancs spécifiques pouvant aller de chaque côté du tableau afin qu'eux, ils puissent voir. Ils restent souvent devant et parce qu'ils voient de travers, on a essayé de prendre certaines dispositions par rapport aux plus petits. Donc c'était comme ça. C'était comme ça. Et donc vous avez rassemblé ces différentes réalités que vous avez réunies et fait repercuter bien sûr par ce film-là en 13 minutes exactement. Où des gens ont participé à la réalisation de façon bénévole, je veux dire. De façon bénévole, je vous dis, de façon bénévole. C'est pour ça que je salue même tous les grands acteurs qui ont joué, Tonton J, Alain Médier. C'est que c'est une équipe qui a vu réellement qu'on avait besoin de sensibiliser au travers de ce téléfilm. Et d'où je remercie même l'OETB qui aussi s'est mis dans la vague et qui a diffusé ce film le 13 juin à 12h30. Et je fais un clin d'œil à 2 dames de fer, et la directrice de la télévision et le chef programme de la télé, ainsi que toute l'équipe DG, les journalistes, qui se sont mis et ont pris cette sensibilisation à cœur. Parce que, en fait, c'est pas moi, Pamela Capucci seulement, mais c'est tous, vous tous les journalistes, vous êtes porteurs de messages pour que nos enfants qui souffrent, ou vos enfants qui souffrent dans les recoins et dans les coins reculés et qui n'ont pas d'assistance, qui sont des personnes atteintes de l'albinisme, au travers de ces messages-là, puissent trouver la joie dans leurs établissements, dans leur famille, où vous avez vu le papa même, elle était encore repoussée dans sa famille, où il disait, mais vous gâtez trop les enfants. Or, il pouvait quand même, à la fin, il était content, il mangeait, la maman mangeait avec le papa, la petite fille, et c'était une joie, et la fille disait, mon intégration sociale ne peut se faire sans vous. Sans vous, les parents. On dit que c'est un plaisir pour moi. Le papa était content et la maman aussi. Et la maman aussi. Vraiment un très beau film. Bon, moi, j'ai regardé avant de choisir cet extrait. Je vous le recommande, chers téléspectateurs. Vous pouvez aller donc regarder Luna. Mais où est-ce que cela est disponible? C'est vrai, la télévision nationale l'a diffusé le 13 juin. Mais où est-ce qu'on peut la voir, Luna, à regarder? Je pense que dans peu de temps, nous allons revenir encore sur Auriculture pour permettre à tous les Béninois de pouvoir savoir où ils pourront disposer réellement de ce film et de faire regarder ça aux enfants, à la famille. Je pense que vous aurez le temps de nous inviter une prochaine fois pour que les prochaines dispositions qui seront prises afin que la population ait ça. Parce que je pense qu'il faut faire quand même le tour des écoles, parce que c'est à l'école, les enfants ont des problèmes au niveau des albinos, voilà, ils ont des problèmes dans les écoles, ils ont des problèmes à la maison, les parents vont suivre à la maison quand vous allez passer bien sûr dans les communes et tout. À l'école, leurs camarades vont suivre. Et surtout, les enseignants également, ils vont surtout savoir en réalité que ces gens-là ont besoin des soins particuliers. Oui, particuliers. Et ça, je mets toujours l'accent sur la sensibilisation même des maîtres ou des professeurs, qui d'aucuns même disent qu'ils ne peuvent pas les garder dans la classe parce qu'ils leur tapent sur les nerfs quand les autres sont déjà en avance, eux, ils sont toujours en arrière. Et donc, je pense que c'est en sensibilisant au travers de ce téléfilm qu'ils vont comprendre qu'il faut l'amour pour accompagner l'éducation de ces enfants. Voilà, et donc je remercie déjà le ministère aussi en charge des affaires sociales qui déjà aussi s'est mis dans l'engrenage de cette sensibilisation qui va nous accompagner dans les 10 communes. Dans les 10 communes. Voilà. Ça va commencer quand? C'est à titre expérimental d'abord, mais sinon ça va prendre tout le Bénin par la suite. Ok. Ça va commencer cette campagne de diffusion en juillet. Oui. En juillet prochain. Ah bon, c'est le mois prochain, carrément. On verra bien, pourquoi pas, BB24 pourrait peut-être vous accompagner dans ces 10 communes-là, histoire de voir l'impact vraiment de ce film-là, comment ça a pris. Le vox populiste, pourquoi pas? En réalité. Qu'est-ce qu'ils pensent de la chose dans différentes langues? Dans les différentes langues. Ce sera aussi bien que vous traduisiez le film en nos langues nationales.
histoire voilà. Merci beaucoup à vous, Pamela Kapochichi. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Valeurs Albinos et on vous a reçu surtout pour parler de ce film, de ce téléfilm Luna, très intéressant et très bien réalisé, je pense aussi. Merci à vous et à très bientôt. Et merci de nous recevoir avec amour sur ce plateau. C'est un plaisir pour nous, toujours, de partager notre amour, de laisser le grand rendez-vous, de mettre le grand rendez-vous au service du développement, le grand développement du Bénin. Nous allons parler cette fois-ci des personnes âgées, oui, toujours sensibilisation, cette fois-ci sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Comment est-ce qu'on prend soin de ces personnes-là dans nos maisons, dans notre société? Le sociologue sera sur le plateau pour en parler, c'est l'espère. Mettre fin à l'abus des personnes âgées, c'est l'objectif visé par la communauté internationale dans la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Ce 15 juin, le grand rendez-vous en parle et invite sur ce plateau le sociologue spécialiste du développement prospectif, M. Igor Fiacre Agba Noussou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Venez sur ce plateau nous parler bien sûr des personnes âgées. Exactement. Alors, selon vous, au Bénin, comment analysez-vous la situation des personnes âgées au Bénin? Ok. Il est important de lever un équivoque. Un peu pour dire que parler de personnes âgées, c'est un thème qui ne reflète pas, un concept qui ne reflète pas la problématique. Ok. Oui. Nous parlons de personnes de troisième âge. D'accord. Alors, quand je me compare à vous, peut-être que vous seriez plus âgé que moi, et vous seriez une personne âgée par rapport à moi. Et donc, la personne de troisième âge pose assez bien la problématique de ces gens, en fait. Ces gens-là. Donc, si on comprend bien, c'est mieux de parler de personnes de troisième âge. Troisième âge, c'est à partir de quel âge? L'OMS a retenu une définition qui toute personne ayant l'âge supérieur ou égal à 60 ans est appelée personne de troisième âge. Au Bénin, je crois, jusqu'en 2005, où l'âge d'admission à la retraite était de 55 ans, le Bénin a adopté que toute personne ayant l'âge supérieur ou égal à 55 ans est appelée personne de troisième âge. Donc on est passé à 60, je pense. 60 et 65 pour d'autres cadres. Pour d'autres cadres également. 65 ans, c'est pour les enseignants. Les professeurs de rang magistral, maîtres de conférences, professeurs titulaires. Titulaires, 65 ans pour eux. Pour qu'on puisse commencer par les appeler personnes de troisième âge. Ah non, il faut qu'ils puissent aller à la retraite. À la retraite. Voilà. Mais sinon, à partir de 60 ans, on parlera de personnes de troisième âge. Voilà. Alors, comment analysez-vous la situation? Est-ce qu'elles sont bien entretenues au Bénin? Alors, je crois qu'il faut souligner le fait que entre 1960 et 2002, l'effectif des personnes de troisième âge a triplé. Ok. Alors, cela veut dire que sous le coup de l'amélioration des conditions d'accès aux soins, des conditions de vie qui sont davantage meilleures, l'espérance de vie aurait augmenté. De ce point de vue, plus les années passent, plus il y aurait de personnes âgées, d'où la pertinence de parler de cette problématique. Alors, les conditions de vie des personnes âgées au Bénin n'est pas tout à fait reluisante. Vous notez avec moi que selon qu'on se situe en milieu urbain ou en milieu rural, il y a une certaine disparité. La solidarité reste toujours rigide en milieu rural, où nous vivons une vie en famille élargie, où toute la communauté, le problème d'un individu concerne toute la communauté. Et le respect dû à une personne âgée en milieu rural est tout à fait... Elle est stricte, elle est de mise. Une mince affaire, vous savez, avec moi. Et quand on se situe, un peu pour dire, lorsqu'une personne de troisième âge, dans une difficulté, même dans l'extrême précarité, se voit accompagnée par toute la communauté en milieu rural,
Et quand on se situe en milieu urbain, c'est tout à fait le contraire. La personne âgée, d'ailleurs vivant en famille nucléaire, il y a peu d'attention envers ces personnes, et pour dire aussi que elles constituent un fardeau pour l'environnement, et on veut rapidement s'en débarrasser et pour avoir la paix, en griffe. Voilà. Une recherche, une étude, j'ai participé il y a quelques mois à une recherche par rapport à ces personnes. Nous avions découvert que la représentation sociale de la vieillesse au Bénin, notamment en milieu urbain à Cotonou, est très négative. Bien sûr, la personne du troisième âge est taxée d'un poids, voyez, qui ne permet pas aux jeunes ou bien aux enfants qui ont la charge de cette dernière de vivre pleinement leur vie, de consacrer leurs ressources à leurs enfants ou à leur petite famille et tout. Donc tout ça sont des facteurs qui font qu'aujourd'hui la personne du troisième âge n'est pas aussi bien traitée. Je voudrais ajouter... Ça dit qu'il faut mettre les moyens à la disposition de ces personnes-là, ou à la disposition de leurs enfants ou des personnes plus jeunes qu'elles, pour pouvoir prendre soin d'elles, c'est ça? Nous en venons aux politiques publiques de prise en charge de ces personnes. Je voudrais dire que lorsque vous faites bien attention, on veut une personne à partir d'un certain âge qui, notamment, même si cette personne vit dans la précarité, est taxée facilement de sorcière. Les cas sont légion. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Quand même chez nous, quand vous voyez une personne âgée, tout de suite on dit, bon, lui, c'est un sorcier. Voilà, à tort. En réalité. Et cela nous amène à la théorie du bouc émissaire, où il y a une violence collective qui, à l'endroit des personnes du troisième âge. Voilà. Donc, est-ce que ça fait partie des problèmes que rencontrent les personnes âgées au Bénin? Tout à fait. Donc, le fait qu'on les taxe de sorciers, mais pourquoi c'est arrivé comme ça? En tant que sociologue, quelle a été la source de cette théorie? Bon, je ne parle pas de cette théorie, mais de ce concept de bouc émissaire, en réalité. Voilà. Il faut dire que le contenu d'abord de la théorie de bouc émissaire, c'est on taxe la personne à tort. On veut, il y a une situation qu'on veut amputer à un individu. Et on le prend et à tort et à travers, on le lui colle et puis on évolue, quoi. Ouais. Donc c'est un peu pour dire que puisque on n'a pas de cause tangible, de raison valable pour comment dire, de raison valable pour justifier un événement, le décès d'un jeune et tout, on empiète cela à la personne, au vu de son âge, pour dire, puisque pour le commun des Béninois, la sorcellerie, c'est l'affaire des personnes âgées. Des personnes âgées, voilà. Ça c'est vrai. Alors, on comprend donc que les personnes âgées ne sont pas bien traitées et au Bénin. D'accord. Quelle est l'importance de l'existence de ces personnes-là au Bénin? Je suis sûr et certain que ces personnes-là doivent servir à beaucoup de choses. Je me rappelle plus de cet auteur mais qui dit qu'une personne âgée assise voit mieux qu'un jeune debout. Voilà. Et je m'inscris dans cette perspective pour dire que, je prends mon exemple, il nous arrive, dans le cadre de certaines recherches,
de vouloir comprendre des phénomènes que nous n'avons pas vécus. Vous êtes d'accord avec moi que nos informateurs, ce sont ces gens qui ont vécu. Ce sont les personnes âgées. Ils nous aident très utiles en matière de recherche. On va revenir tout à l'heure à tous ces concepts, à l'importance surtout des personnes âgées dans notre société, en quoi elles peuvent donc participer au développement de notre pays. On parlera de tout ça et voilà donc les moyens qu'il faut également mettre à leur disposition pour arrêter l'abus vraiment de ces personnes-là. Dans un instant, pour le moment, c'est Nadège Sani qui nous attend dans la rédaction de BE24. Il est 19h45, c'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr de l'année 2018 au Bénin, les placidis de Cotonou ont été investis par les musulmans de la ville. Une équipe de la rédaction a fait un tour au sein de quelques familles. Le community manager est un métier tout neuf né avec la révolution du web. Il fait attention à ce qui se dit sur une entreprise et entretient des relations avec les internautes. Comment devient-on community manager? On en parle. D'un métier à un autre, nous irons à la découverte des tailleurs du marché Missebo. Très nombreux, ils sont les seuls recours au cœur du marché pour des retouches rapides, mais également des confessions. La communauté musulmane du Bénin, à l'instar de celle du monde entier, célèbre ce vendredi la fête de l'Aïd el-Fitr. Une prière consacre la fin du jeûne du mois de Ramadan. Les musulmans de la ville de Cotonou se sont rendus dans les places Idi. Une équipe de notre rédaction s'est également rendue au sein de quelques familles musulmanes pour vivre avec elles ce moment de fête. Suivons le reportage que nous proposons. Farouk Mamassani. Le mois de Ramadan est la période au cours de laquelle le cours des dépenses fluctue au sein des ménages. Musulmane ou non, la population subit de plein fouet la flambée des prix des produits de première nécessité. Minorité économique, cela existe, ça a toujours existé, mais particulièrement dans le mois de Ramadan, les gens abusent, ils augmentent le prix un peu partout. Cette fois-ci, avec le manque à gagner qui a augmenté largement dans le pays. Mais pour un bon croyant, il a essayé de maîtriser la situation. C'est ce que nous sommes en train là. Il ne faut pas le faire trop sentir. Et tout le monde crie. Moi-même, je fais partie des gens qui crient, qui souffrent. Vu l'importance de ce mois, même si tout le monde le sait, même les non-musulmans savent que quand le mois du Ramadan arrive, toutes choses sur la place, dans le marché, augmentent de prix. Et on ne peut pas ne pas le savoir parce que quand ce mois arrive, les gens pourront bénéficier de ce mois, augmentent les prix et tout devient cher. Musulmans comme non-musulmans, chrétiens, tout le monde sent quand même qu'il y a une différence des prix dans les marchés. Contrairement aux autres mois de l'année, celui du Ramadan alourdit les budgets mensuels, surtout dans les familles musulmanes. Les chefs de famille sont tout de même arrivés à canaliser les dépenses malgré la morosité économique. Si par semaine, vous aviez l'habitude de dépenser 10 000 ou 20 000, et cette fois-ci, vous dépensez le double, pratiquement, parce que et d'abord, nous les musulmans, quand vous jeûnez, on veut tout manger à la fois. Quand nous voyons ceci, le riz, on veut manger le riz. Quand on voit la pâte, on veut manger tout. Et puis, ça nous fait plus de dépenses. Et les trucs revenant chers sur le marché, vraiment, on le sent, ça nous touche. Mais c'est une obligation. Nous étions, Dieu nous aide et puis ça me passe. Particulièrement pour le mois de Ramadan, ça a toujours... On a maîtrisé, on n'a pas assez de moyens, pas assez de fonds.
Mais nous avons maîtrisé, nous avons supporté, nous avons enduré. Voilà la situation. Pendant près de 30 jours, les marchandises sur les marchés ont augmenté de prix. Le ramadan désormais passé, les habitudes financières reviendront-elles à la normale? Reste là la grande interrogation. Utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître ou faire connaître une société, une marque, une célébrité ou une institution est devenu inévitable de nos jours au point où certains en font un métier. Community manager, c'est ainsi qu'on les appelle, ceux qui l'exercent. De quelle qualité disposer pour être dans le domaine? Une équipe de la rédaction a fait un tour dans un centre de formation au métier. Suivons plutôt. Aider une entreprise à être présente et pertinente sur les réseaux sociaux, fédérer une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun, ce sont là quelques tâches liées au Community Business Management. Un métier apparu avec l'évolution du numérique et qui connaît de plus en plus de férus. Nous avions déjà commencé avec l'art de la présentation. Nous sommes ici à une séance de formation sur le Community Business Development Manager. Dans nos formations de Community Business Manager, il y a l'art de la présentation web. Qu'est-ce qui fait la différence entre une grosse entreprise et une petite entreprise? Ce sont en réalité le design. Quand il vous présente le document, vous sentez qu'il y a une différence. On va vous apprendre à pouvoir architecturer vos pensées sur un document et aussi le choix des couleurs, une bonne présentation de votre document. Une autre chose aussi, poster sur Facebook, je vous assure, vous avez un très bon produit. Mais très souvent, quand on poste 1, 2, 3, c'est fini, on est à court d'idées. Donc par rapport à cela, c'est de là, il faut commencer par le storytelling. Le storytelling qui prend plusieurs formats pour pouvoir poster les images. À cela s'ajoute le Facebook Stratégie, le Business Visual Identity, le Domestic Business Graph Hacking et bien d'autres disciplines. En quelques jours de formation déjà, on se sent ici Community Business Manager bien aguerri et les résultats sont probants. Le premier gain de la formation, c'est de pouvoir sélectionner les outils qui sont efficaces selon la plateforme que vous utilisez. Ensuite, les réseaux sociaux, on a appris également comment gérer les bad buzz, comment gérer les dérapages. On a appris également comment gérer la stratégie sur Facebook. Ce que nous apprenons, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est de la pratique. Et quand nous avons quelques difficultés, nous discutons avec le coach, le professeur, qui personnellement nous donne des astuces. Quand je prends tous ceux qui inbox m'écrivent via les réseaux sociaux, c'est des gens que je connais pas. C'est vrai, ce que nous faisons via Facebook, via WhatsApp et autres, ça a de très grandes portées. Plus que même le simple contact que vous et moi nous avons aujourd'hui. La dynamique de transformation digitale s'accélère et le métier de community manager en est un symbole fort. Chacun peut devenir son propre community manager. J'arrive à faire ma propre affiche. Je peux faire un logo pour quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas pour moi-même. Aujourd'hui, nous avons réellement, au-delà de ce que vous ne pensez, nous avions des personnes qui ont reçu des contrats de plus de 1 million de francs CFA. C'est un secteur porteur. Pour les étudiants, c'est quelque chose qui est recherché, que cela soit des menuisiers, que cela soit des commerçantes, que cela soit des peintres, que cela soit des coiffeuses, que cela soit des couturières. Ce n'est pas la connaissance réservée uniquement aux techniciens, aux professionnels dédiés ou bien aux génies. Non, c'est des connaissances adaptées à tout le monde. Un secteur pas moins enrichissant donc. La profession de community manager fait partie des 100 métiers d'avenir. À Cotonou, le marché Misebo est considéré comme la première destination pour se procurer toutes sortes de friperies. En dehors des revendeurs, on y retrouve aussi des tailleurs qui, depuis de nombreuses années, y mènent leur activité. Allons à leur découverte à travers ce reportage de Christian Devouchi, Louis Koudogbo et Jennifer Sativi. Cet homme procède à la transformation d'un t-shirt en débardeur pour hommes. Ici, au marché Misebo, ils sont nombreux à s'adonner à ce genre de tâches. Nous pouvons transformer un pantalon pour homme en culotte pour enfants et en jupe.
Nous pouvons aussi en faire un pantalon pour femmes. Pantalon de peau ménagé, blanc modifié. Bon, sununado, bon yonuna levodo. Et moi, les chocolats de dia. Les chocolats de dia. Bon, mais qu'on va grandir. Avant. Tel que vous voyez ce pantalon, il a besoin de modifications avant d'être porté. Tous les revendeurs de friperies viennent ici pour bénéficier de nos services. Nous cousons même les draps, les rideaux et les tenues locales. Les tout premiers tailleurs à s'installer à Misebo s'étaient déplacés du marché d'Antokpa en quête d'un meilleur emplacement. C'était au cours des années 70. Ils étaient 4 à s'installer ici. Au départ, ils se servaient du tissu guipu pour coudre des moustiquaires et ensuite des draps avant d'adopter aussi les friperies. Au fur et à mesure, ils ont eu des apprentis et le nombre s'est accru. Donc, et achuta ibole on pantalon donc pere ye de ko sinton le bureau mi sebo donc des sont adje apprenti le doji pere ka bo apprenti le adje susuji. Malgré l'ardeur dont ils font preuve au quotidien, les tailleurs de Misebo restent confrontés à toutes sortes de difficultés. Après le déguerpissement, nous avons perdu beaucoup de clients. Nous n'avons vraiment plus d'emplacement. Depuis ce matin, je n'ai pas pu avoir 500 francs. Mais nous continuons à venir pour ne pas rester sans rien faire. Il faut que le gouvernement nous vienne en aide parce que nous sommes très sollicités, même par les étrangers. Au marché Misebo, les services des tailleurs sont sollicités aussi bien pour rafistoler que pour coudre. Promouvoir ce secteur d'activité pourrait donc booster l'économie du pays. Au Zimbabwe, la Banque centrale a autorisé l'ouverture d'une microfinance dédiée au financement d'activités portées par des femmes. Cette nouvelle institution a ouvert ses portes le 12 juin dernier et est le 7e établissement de microfinance du pays. La structure offrira des services financiers prioritairement aux femmes, y compris celles vivant dans les zones rurales et les régions éloignées du pays. Elle propose à sa clientèle l'ouverture des comptes de dépôt devant permettre aux femmes d'épargner pour financer leurs propres entreprises et également l'obtention de prêts à des taux d'intérêt bas. L'Afrique du Sud et Madagascar sont les deux plus grands producteurs de nickel d'Afrique. L'information a été révélée par la Banque mondiale dans son dernier rapport sur les perspectives des marchés des matières premières. En 2017, la nation arc-en-ciel a maintenu sa place de leader en Afrique avec une production de 48 000 tonnes de nickel, volume légèrement inférieur aux 49 000 tonnes produites en 2016. Pendant ce temps, Madagascar produisait 35 000 tonnes en baisse par rapport aux 42 000 tonnes produites en 2016. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, à Nadège Estani, pour la présentation du journal Rendez-vous. Donc, mercredi ou jeudi prochain, pour la présentation. C'est quand déjà? Mercredi à Simgaba. Mercredi, d'accord. On va vous retrouver donc mercredi, Nadège Estani. À très bientôt et bonne soirée, bon week-end à vous. Le grand rendez-vous continue ici et là avec le sociologue spécialiste du développement prospectif Igor Fiacre Agbanoussou. Nous parlons bien sûr des personnes âgées et on s'était arrêté sur leur importance dans le processus de développement, du Bénin. Et vous nous parliez bien sûr de ces importances-là déjà. Quelques participations, vous avez dit
que vous vous êtes basé plutôt sur l'adage qui dit qu'un vieillard assis voit plus loin que le jeune debout. Bien sûr. C'est ça. C'est ça. Alors donc, ça veut dire que ces vieillards-là participent beaucoup plus à... ils sont des sources d'informations. D'informations, en fait. bien sûr. Oui. Vous savez, le développement est généralement basé sur la connaissance, même si c'est un processus et que ça prend en compte de façon transversale plusieurs domaines de la vie. Il faut reconnaître que l'on soit du point de vue politique, social, économique et tout, les personnes du troisième âge ont de l'expérience, ont vécu beaucoup de choses et qui peuvent être utiles à l'essor de ces domaines-là. Je vous ai donné tantôt l'exemple de l'apaisement des tensions sur le plan politique. Dans notre pays. Beaucoup de personnes de troisième âge font de la médiation pour apaiser un peu les tensions politiques dans notre pays. Dans notre pays, même au niveau des communautés, souvent, bien sûr, c'est le plus âgé qu'on écoute. Même s'il y a le roi à côté, il est souvent assisté par des sages. Pas des sages. Voilà. Donc, elles sont très, très importantes, ces personnes du troisième âge, dans le processus de développement du Bénin. Et aussi, on constate aussi que il y a les personnes du troisième âge, surtout les femmes, qui aident les jeunes couples également à s'initier à l'entretien des enfants, tout à fait. Comment s'occuper vraiment de sa famille et tout ça, comme quoi elles sont très, très importantes. Alors, comment faire pour leur durabilité, pour leur bien-être au Bénin? Je souhaiterais attirer l'attention sur le fait que les personnes de cette tranche d'âge vivant généralement dans la précarité. Il faut des soins adaptés. Vous savez, la situation socio-économique, politique de notre pays fait que l'accès à l'emploi durable est très difficile. Et donc, peu de gens espèrent qu'à une prévoyance retraite. Et donc, la probabilité qu'on se retrouve très précaire, pratiquement sans rien à la vieillesse, elle est très forte. Et donc, je crois qu'il faut, et le ministère de la Famille, à travers son plan stratégique, a prévu un paquet minimum d'activités pour la prise en charge des personnes de troisième âge. À ce titre, je crois il a été prévu la construction des centres d'intégration, d'échange des personnes âgées. Je crois 36, un centre par zone sanitaire, si je ne me trompe pas. Malheureusement, deux centres sont construits et sont à peine fonctionnels. Celui de Tchaourou, à l'intérieur du centre de promotion sociale, et un autre centre à Calavi, à Tokan. Je crois pour assurer, pour améliorer la qualité de vie de ces personnes et leur épanouissement, il faut favoriser, améliorer l'accès aux soins de santé. La vieillesse va avec plusieurs maladies. Voilà. Et il faut améliorer les conditions, l'accès aux soins de ces personnes et des soins spécialisés en gériatrie, adaptés à ces personnes. Il faut améliorer l'alimentation de ces personnes, c'est important. Et je crois accompagner d'autres mesures quand même visant à assurer pleinement l'épanouissement. L'épanouissement de ces personnes. Il faut sensibiliser également les jeunes. Les jeunes. Les personnes du troisième âge ne sont pas des sorciers. Il faut comprendre cela, tout simplement. Merci beaucoup à vous, Igor Fiacre Agbanoussou, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes sociologue spécialiste du développement prospectif. Avec vous, nous avons donc parlé de comment mettre fin à l'abus des personnes âgées au Bénin et pourquoi pas dans le monde
monde. Très, très, très bonne journée à vous et Merci. bon week-end. Non, je ne dirais pas très bonne journée, c'est bon week-end à vous, puisque la journée, elle est terminée. Déjà, on est dans la soirée. Allez, continue avec vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver sur la toile cette fois-ci. Oui, pour le grand rendez-vous, c'est l'actu web. Amis du web, bienvenue. Coupe du Monde 2018, c'est parti en fanfare pour l'équipe russe et ses supporters. Coup d'envoi hier jeudi et match d'ouverture qui a donné lieu à un festival de buts de l'équipe de Russie. Pourtant très décrié, la Sorbonaya a entamé le mondial de la plus belle manière en battant l'Arabie Saoudite sur le score sans appel de 5-0 dans le stade mythique de la capitale russe, le fameux Loujniki. Je suis fier de mon pays et ce soir, je suis fier de mon équipe. Ce n'est toujours pas le cas parce que nos joueurs ne sont pas très bons, mais ce soir, nous avons été géniaux, s'enthousiasmait une supportrice. Une joie d'autant plus grande que cette victoire fleuve 5-0, c'est le deuxième score le plus élevé de l'histoire pour un match d'ouverture de Coupe du Monde. La Russie n'avait en effet pas remporté le moindre match au cours des 6 derniers mois. Certes, l'Arabie Saoudite n'était pas un adversaire des plus redoutables, mais les Russes sont encore plus bas que les Saoudiens dans le classement FIFA et tout le monde craignait la contre-performance dès le premier match. Avec 5-0, les Russes se rassurent. Aux États-Unis, le déchirement des familles aux parents clandestins continue. Il était parti livrer une pizza à Brooklyn et s'est retrouvé dans une prison du New Jersey en vue de son expulsion. L'histoire d'un Équatorien, père de 2 petites filles américaines, a mis en lumière le déchirement de nombreuses familles aux parents clandestins aux États-Unis. Donald Trump est arrivé au pouvoir en promettant de renvoyer chez eux plus de 10 millions de sans-papiers venus pour la plupart du Mexique et de l'Amérique centrale. Mais dans bien des cas, les expulsions sont de véritables drames. Beaucoup de sans-papiers, parfois installés aux États-Unis depuis des décennies, ont fondé des foyers avec des conjoints et des enfants américains. Plus de 5 millions d'enfants vivent aux États-Unis avec au moins un parent clandestin et 4,1 millions d'entre eux sont américains, estime l'Institut spécialisé basé à Washington. Le cas du livreur Pablo Villavicencio, arrêté le 1er juin dans une base militaire de Brooklyn où il avait livré des pizzas par le passé, est emblématique de ces histoires dont se font désormais régulièrement l'écho les médias américains. Des États-Unis, on descend au Bénin où l'Aïd el-Fitr est célébré pour marquer la fin du jeûne musulman. Clin d'œil donc à toute la communauté islamique qui est à l'honneur. On parle à présent de nos patrimoines matériels et immatériels avec 24 heures au Bénin. Dans le Borgou, la musique traditionnelle tient également son importance de sa diversité liée aux croyances religieuses, rituelles ou pratiques sacrificielles. Malheureusement, les instruments et rites sacrés qui font son essence sont de plus en plus menacés de disparition. C'est le signe de l'insouciance d'une société qui peine à promouvoir son propre patrimoine culturel, pourtant vecteur de développement et porteur de son identité. Nombreux de ces rythmes qui, jadis, faisaient sa fierté, ne s'exécutent plus faute de pratiquants. Autant les instruments de musique traditionnelle sont aujourd'hui délaissés, autant leurs joueurs et ceux qui savent encore exécuter les pas de danse propres à certains rites sacrés se font rares. Seules quelques personnes qui leur sont restées nostalgiques essaient de tenir la BAC encore debout. Fin de cette revue de l'actualité en ligne. Amis du grand rendez-vous, à Siom Gaba, bonsoir. Oui, bonsoir Marcel. Merci beaucoup pour l'actu web. Vers la fin, bien sûr, de ce grand rendez-vous, place d'abord à la météo.
Merci beaucoup. Vous avez passé toute cette semaine avec vous, semaine de travail et bien évidemment avec nous sur ce grand rendez-vous. C'était un plaisir. Merci beaucoup. On va se retrouver déjà dès lundi, 19h, pour ouvrir un autre package de 5 grands rendez-vous. Portez-vous bien. Bonne soirée.